Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au webinaire consacré à la mitochondrie, à son potentiel extraordinaire, tout ce potentiel caché au cœur de nos cellules. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Dominique Rueff. Dominique, je t'invite à te présenter dans un premier temps. Ensuite, je parlerai du plan du webinaire. Eh bien, je suis médecin, je me suis installé dans les années 70 comme médecin généraliste avec une orientation homéopathie-acupuncture. J'ai été conduit à passer un diplôme universitaire de cancérologie avec le professeur Lucien Israël, qui a été pour moi une grande figure, puisqu'il m'a appris qu'il n'y avait pas deux médecines parallèles, mais il y avait une seule bonne médecine qui prenait le meilleur de ce qu'on pouvait trouver dans chacune d'elles. Je me suis donc installé comme généraliste, homéopathe, acupuncteur, et très vite, j'ai compris, je me suis intéressé à la nutrition d'abord, compris que la santé passait par l'assiette. Comme le dit Hippocrate, l'aliment est notre premier remède, et j'étais effrayé de voir comment les gens se nourrissaient mal et les conséquences que ça pouvait avoir sur leur santé. Ensuite, une fois la correction nutritionnelle faite, je me suis rendu compte que énormément de gens vivaient non pas avec des carences, mais avec des déficiences dans des substances extrêmement importantes comme la vitamine C, la vitamine D, l'iode, et que ça influait sur leur santé. Donc, pour moi, la médecine, la thérapie, c'est pas soigner des maladies, c'est optimiser la santé. C'est permettre, donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main. Et c'est ce que j'ai voulu écrire dans un nouveau livre que je viens de faire paraître aux éditions Pure Santé. Donc, vous aurez le lien sur le web. Une vie de médecin, mais en réalité, on pourrait l'appeler autrement, on pourrait l'appeler 50 ans de pratique médicale pour soigner autrement. Je pensais qu'il ne fallait pas donner des feuilles de maladie aux gens, mais des feuilles de santé, qu'il fallait optimiser la santé, cultiver la santé pour ne pas être malade. Et cultiver la santé, c'est plusieurs domaines. C'est la nutrition, c'est la respiration, c'est le mode de vie, c'est le mode de pensée. Et ça se travaille tout au long d'une vie. Absolument. Merci beaucoup pour ta présentation, Dominique. Alors, sachez déjà que ce webinaire direct sera disponible en replay, que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et je vais tout de suite vous annoncer le plan. Donc, le premier point que nous allons aborder avec Dominique, c'est le rôle de la pollution dans la genèse des maladies chroniques, dont le diabète. Le deuxième point sera de savoir si nous souffrons parfois de sous-oxygénation cellulaire sans le savoir. Comment s'offrir une nouvelle connexion avec le vivant. Dominique nous parlera également de ce qu'est la respiration cellulaire, donc la mitochondrie, qui est le lieu de la respiration cellulaire. Nous aborderons également le rôle des sirtuines. Et également, Dominique nous dira quels micronutriments prendre pour soutenir la mitochondrie. Et nous vous parlerons ensemble du rôle du bol d'air Jacquier, ce merveilleux dispositif technologique qui permet véritablement de soutenir la mitochondrie. Alors, Dominique, nous allons commencer par le premier point, le rôle de la pollution dans la genèse des maladies chroniques et notamment le diabète. Alors, la pollution, c'est extrêmement important. Dépolluer l'air qu'on respire, c'est un défi pour tout le monde parce que nous vivons dans un air pollué, dans un monde industriel, avec des substances, avec des pesticides, avec des pollutions. En milieu urbain, on oublie combien le CO2, les gaz d'échappement, même ce que l'on utilise pour se chauffer, cuisiner, peut nous polluer. Et de nombreuses études montrent que la pollution, en fait, est beaucoup plus importante
dans la genèse des maladies. De nombreuses études ont montré que la pollution de l'air est impliquée dans un vaste éventail de maladies, et pas simplement des maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, une réduction de la variabilité du rythme cardiaque, des troubles de la fonction cognitive et une augmentation de la mortalité, une diminution de l'espérance de vie, à tel point qu'on estime qu'aujourd'hui, un diabète sur 7 serait lié à la pollution. Cette estimation est issue de données médicales objectives portant sur 1,7 million d'anciens combattants qui montrent que la pollution ambiante aux particules fines contribue chaque année à provoquer 4,2 millions de morts prématurées dans le monde, principalement en raison des effets sur le système cardiovasculaire. D'autres pays, comme l'Inde, sont beaucoup plus touchés encore que nous. La World Health Organization estime que chaque année, 1,3 million de personnes meurent à cause de la pollution urbaine, et les pays développés sont autant touchés que ceux en voie de développement. Et alors justement, Dominique, est-ce qu'il se peut que nous souffrions justement de sous-oxygénation cellulaire sans en avoir conscience? Alors, nous souffrons de ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle l'hypoxie. L'hypoxie, c'est une privation d'oxygène au niveau de nos cellules et en particulier au niveau de nos mitochondries, qui sont les organismes respiratoires des cellules. Chaque cellule, à part les globules rouges du sang, a sa mitochondrie, donc il y en a énormément. Ce sont des petits organismes respiratoires qui permettent de capter l'oxygène, de le transformer en énergie, c'est-à-dire en ATP, et de permettre et de prévenir les maladies dont on a parlé. Lorsque des cellules sont privées d'oxygène, elles n'exercent plus leur fonction, les organes se détériorent et la maladie s'installe. Alors on sait aujourd'hui que ça joue sur le vieillissement en général, sur les maladies dégénératives en général, sur la vision et les maladies rétiniennes, avec une réduction de la capacité pulmonaire et un durcissement, une obstruction des artères. Nous sommes donc nombreux, sans le savoir, à souffrir d'hypoxie chronique, qui à son tour va être à l'origine de nombreuses plaintes et de conséquences en cascade. À commencer simplement par la fatigue. La fatigue permanente, c'est-à-dire l'essoufflement, la susceptibilité au stress, et c'est pour ça que le bol d'air dont on va parler, le stress est une indication aux séances de bol d'air, le manque de sommeil, on se rend compte que l'hypoxie joue énormément sur le manque de sommeil, et surtout provoque un sommeil de mauvaise qualité, avec finalement une dépression chronique et une accélération du vieillissement. Donc, on est à la limite, on est souvent à la limite de l'hypoxie, et on explique ça, on parle aussi parfois du phénomène Warburg, qui avait démontré que l'hypoxie favorisait la genèse, le développement de la cellule cancéreuse. Et d'ailleurs, à ce titre, tu pourrais peut-être nous dire un petit mot aussi sur le rôle de la mitochondrie dans l'apoptose? Alors, la mitochondrie est extrêmement importante en tant qu'organe respiratoire, et lorsque nous remplaçons nos mitochondries, l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée, nous remplaçons nos mitochondries régulièrement, et nous avons des substances en dehors de la respiration et en dehors du bol d'air, nous avons des substances végétales naturelles qui permettent de stimuler la vitalité de la mitochondrie et surtout d'éliminer les cellules mortes, les cellules fatiguées. Et ça, ce sont ce qu'on appelle des molécules éboueurs, comme par exemple, moi je cite beaucoup dans mon livre, je cite beaucoup la fisétine, par exemple, qui est un extrait de fraise, qui est une importance maximale sur le plan de
du nettoyage cellulaire, du nettoyage des cellules mortes, et une autre substance qu'on appelle le PQQ, le pyridoliniquinone sodique, hein, qu'on a découvert il y a très peu de temps dans les comètes, et qui favorisent ces mécanismes d'autophagie qui sont extrêmement importants. Voilà, et qui dépendent vraiment de l'intégrité de la mitochondrie, donc. Et qui dépendent vraiment de l'intégrité et du renouvellement de la mitochondrie. Oui. Et comment... Ce qui fait dire, excuse-moi de te couper, que la Ouais. médecine de demain sera la médecine mitochondriale. Oui, absolument. On en parle de plus en plus. Ouais. Comment s'offrir justement une nouvelle connexion avec le vivant? Comment faire déjà pour changer sa vie? Ah bah, déjà, il faut réfléchir à sa vie, à son mode de stress. Si on vit en milieu urbain, je pense qu'il est absolument nécessaire de se ménager des plages pour pouvoir se promener à la campagne, à la montagne. C'est d'ailleurs l'expérience, l'observation qu'avait fait en son temps René Jacquier, qui montrait que la marche en campagne, où on pouvait respirer des essences de florales, et en particulier des essences de pin, avait une extrême importance pour renouveler ces cellules et permettre au corps de fonctionner correctement. Oui, merci. Et nous allons faire une petite plongée dans notre infiniment petit encore. Au-delà des mitochondries, est-ce que tu peux nous parler du rôle des sirtuines, dont on parle également beaucoup? Alors, les sirtuines, c'est une découverte assez récente. Ce sont des gènes. Les sirtuines sont une famille de 7 gènes activés quand on consomme moins de calories. Alors ça, on savait déjà que la restriction calorique était une façon de prolonger la vie. Les sirtuines influent sur la longueur et la protection de nos télomères, et cette restriction calorique agit sur les sirtuines. Et d'ailleurs, l'indice de masse corporelle, tout le monde connaît l'indice de masse corporelle, est en étroite relation avec l'expression des sirtuines. Les sirtuines auraient un effet sur la longévité et contre des maladies liées au vieillissement telles que le cancer, la neurodégénérescence et les maladies cardiovasculaires. Alors là, on va parler, dans une famille de sirtuines, on va parler beaucoup d'un gène qui s'appelle le SIRT1, ce SIRT1 qui est activé justement pendant les périodes de restriction calorique et qui produit de la sirtuine 1, ce qui ralentit la voie métabolique de l'insuline, d'où l'importance donc sur le diabète. Et nous savons que l'oxygénation, et en particulier l'oxygénation par le bol d'air Jacquier dont on va parler, augmente environ de 170% l'expression du gène SIRT1. Oui, absolument. On a une étude qui est présente sur le site Holist et qui démontre, alors c'est Éric Serré qui est directeur de recherche au CNRS qui a fait cette étude et qui montre que la pratique régulière du bol d'air Jacquier permet effectivement d'augmenter le nombre de SIRT1. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et à part cela, quels seraient les micronutriments que tu recommanderais justement pour favoriser justement l'activité des sirtuines et aussi soutenir la mitochondrie? Alors, ils sont nombreux. Hein. Dans mon livre, j'ai créé un chapitre, les 10 piliers de la longévité, à commencer par la vitamine C. La vitamine D, on s'est rendu compte que la plupart, à peu près 70% des gens étaient déficitaires en vitamine D et que la vitamine D n'était pas seulement utile pour la calcification osseuse, mais était une véritable hormone qui pouvait aider à se prévenir du cancer. L'iode, qui est très important, on se rend compte que beaucoup de gens, si on fait correctement, alors on ne trouve que ce que l'on cherche. Le problème que j'ai voulu dénoncer un petit peu dans ce livre, c'est que le médecin classique ne cherche pas la santé, cherche la maladie.
fait quelques paramètres et revient vers son patient en disant votre bilan est normal, tout va bien, parce qu'on s'est contenté de faire la glycémie, la numération formule, le cholestérol, etc. Donc il faut pouvoir doser le fer, l'iode, le zinc qui est extrêmement important pour les défenses immunitaires et la respiration, la vitamine C, et pouvoir se nourrir suffisamment, et ça on le sait, de produits végétaux. Et ces produits végétaux apportent des aliments qui sont extrêmement importants. Parmi ces éléments importants, il y en a un ou deux auxquels je suis très attaché. Le premier, c'est le resveratrol. Le resveratrol qu'on appelait autrefois tanin végétal. C'est un polyphénol, c'est une substance donc qui vient des plantes, un polyphénol antioxydant, antimicrobien, antifongique, donc qui agit contre les champignons, anti-inflammatoire, qui est de la famille des stilbènes. Et c'est une substance qui est produite dans la nature, naturellement, par les plantes, pour se protéger des infections ou des agressions environnementales, comme les agressions par l'ozone ou d'autres polluants dans l'atmosphère. Alors, ce resveratrol, on l'a appelé longtemps le French Paradox parce qu'on avait trouvé qu'il y en avait beaucoup dans le vin, mais on s'est rendu compte que pour apporter les quantités utiles de resveratrol, il faudrait boire 6 litres de vin par jour, ce qui n'est pas tout à fait conseillé. Mais on sait aujourd'hui qu'on trouve du resveratrol, et c'est pour ça que j'insiste dans mes conseils nutritionnels sur le petit déjeuner. On trouve du resveratrol dans les fruits rouges, on trouve des resveratrol dans les myrtilles, dans les mûres, on en trouve dans l'huile d'olive. Il faut savoir qu'il existe aussi plusieurs sortes de resveratrol. Le resveratrol et le transresveratrol. C'est ce dernier qui d'ailleurs qui est efficace, qu'il existe d'autres substances qui sont extrêmement importantes, comme le ptérostilbène, qui est 7 fois plus puissant que le resveratrol, que l'on peut trouver aussi en complément alimentaire, qui augmente l'oxygénation cellulaire, et puis une substance qui est fondamentale et dont tout le monde devrait faire le dosage à partir de l'âge de 40 ans, c'est la coenzyme Q10, l'ubiquinol. Parce qu'on se rend compte que l'ubiquinol, cette coenzyme Q10, qui est un antioxydant, qui malheureusement est très peu contenu dans les régimes végétariens, est extrêmement importante pour se protéger des maladies cardiovasculaires. Toute personne qui commence à avoir des problèmes, même avant 40 ans, des problèmes d'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, devrait faire un dosage de coenzyme Q10. C'est un dosage qui se fait en laboratoire, qui n'est pas remboursé et qui n'est pas très onéreux. À ce propos-là, d'ailleurs, j'explique bien aux gens que la santé a un prix. On dépense beaucoup de choses, on dépense beaucoup d'argent pour beaucoup de choses inutiles et on hésite souvent. Si on n'a pas, le médecin n'est pas fait pour, le médecin n'est pas programmé pour s'occuper de la santé. Il est programmé pour s'occuper, pardon, le médecin n'est pas fait pour s'occuper de la maladie. Il faut se programmer pour s'occuper de sa santé. Il ne faut pas hésiter à faire une fois de temps en temps, ça peut être une fois par an, un bilan, un dosage de ces substances antioxydantes, de son immunité, de son stress oxydant, et pouvoir adapter sa supplémentation, non pas la faire à l'aveugle, mais l'adapter en fonction de ses besoins spécifiques. Et que penses-tu de la phycocyanine, Dominique? Alors, la phycocyanine, c'est extrêmement important parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'intestin et le probiotique. Il y a un livre célèbre qui s'appelle Votre intestin et le troisième cerveau. Votre intestin, ce troisième cerveau. Il faut savoir que la flore intestinale, le microbiote, est extrêmement important. Si la médecine de demain ou la santé est dépendante de notre oxygénation, de notre respiration, elle est dépendante de la qualité de notre microbiote.
Et la phycocyanine fait partie de ces substances. Alors, tout le monde connaît les probiotiques. Et on sait d'ailleurs que les probiotiques d'aujourd'hui sont des essais qui ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas encore adaptés aux besoins spécifiques de chacun. Mais on sait que des algues comme la phycocyanine, qui est en fait le principe actif de la spiruline, qu'on peut trouver facilement en extrait standardisé, a des effets énormes sur la défense antioxydante, sur la défense anti-inflammatoire antivirale. Elle est immunostimulante, à tel point d'ailleurs qu'on a administré de la phycocyanine à 270 enfants de Tchernobyl dont la moelle osseuse avait été endommagée par les radiations, et ça a permis leur rétablissement en l'espace de 6 semaines, alors même que leur corps ne peut plus produire de globules rouges et de globules blancs normaux. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette thérapie par les algues, que ce soit la spiruline, la phycocyanine ou la clamate. On appelle ça la thérapie des cellules souches. Ça permet à l'organisme de se renouveler en cas d'agression, en cas de fracture, en cas de maladie. Alors, elle est aussi détoxifiante, donc elle est rééquilibrante sur notre microbiote. Et moi, je conseille certainement de faire des cures régulières tous les 2 ou 3 mois de quelques jours ou quelques semaines de phycocyanine, qui a aussi des effets de détoxication hépatique. Absolument. Et je pense aussi qu'il faut faire attention, et peut-être aussi comme tous les compléments alimentaires, parce qu'il y a une large offre de phycocyanine. Je voulais quand même ajouter que Holist est partenaire notamment de LifeScode, qui a l'avantage de proposer une phycocyanine lyophilisée, donc sous forme sèche, et donc il n'y a pas d'ajout de glycérol. Il faut faire très attention. Donc beaucoup de phycocyanine proposée à l'état liquide, elles se prévalent d'être pures, et pourtant il y a du glycérol. Donc vous pouvez la trouver aussi sur le site Holist. Je voulais peut-être rajouter un petit mot aussi à propos du resveratrol et le fait que justement la pratique du bol d'air, comme je l'ai dit tout à l'heure, va augmenter le nombre de sirtuines et le resveratrol va pouvoir les activer. On propose aussi un produit de qualité chez Holist en partenariat avec le laboratoire Ivry. Et maintenant, nous allons peut-être parler justement du rôle essentiel du bol d'air jacquier pour soutenir la fonction mitochondriale, lui permettre de garder tout son potentiel et sa fonctionnalité, justement pour participer au renouvellement cellulaire. Alors, quelle est ta pratique à toi, Dominique, du bol d'air? Comment tu... Alors, il se trouve que au début des années 80, j'étais installé dans le Var, j'ai rencontré René Jacquier à l'époque, et j'ai eu la chance de pouvoir utiliser les premiers bols d'air, qui étaient des systèmes extrêmement compliqués, avec une bouteille d'hydrogène et un chalumeau. Donc, c'était compliqué et dangereux. Et il se trouve qu'à l'époque, je soignais beaucoup de jeunes enfants qui avaient des cancers. Je soigne toujours d'ailleurs. Et j'avais remarqué que ces enfants venaient faire des cures régulières de bol d'air pour se remonter le niveau d'énergie. Donc ça, c'était extrêmement important. Et pour moi, c'était fondamental de permettre à ces enfants de s'oxygéner. Donc, si je devais donner personnellement une définition du bol d'air, je pense que tu vas la donner, tu vas rentrer dans les détails un peu plus loin, mais je dirais le bol d'air, c'est pas de l'oxygène. L'oxygénation est utile en médecine, elle a ses indications et ses contre-indications. On sait qu'il y a des gens qui meurent par trop d'oxygénation. À l'hôpital, dès que vous rentrez à l'hôpital, on vous met sous oxygène, on contrôle le débit, mais le bol d'air, c'est pas du tout de l'oxygène. Le bol d'air, je dirais, c'est un vecteur d'assimilation de l'oxygène. Absolument. Les terpènes
qui sont décomposés par le processus du bol d'air dont tu vas parler, permettent à l'oxygène de mieux parvenir à la cellule. Donc, à tel point d'ailleurs qu'il semblerait que dans certains centres de réoxygénation, on n'utilise plus l'oxygène par voie concentrée dans des caissons, mais qu'on commence à s'intéresser à l'utilité du bol d'air, par exemple pour les accidents de plongée. Et c'est extrêmement important. Oui. Et je pense que il est absolument nécessaire d'avoir une pratique régulière pour pouvoir en connaître les effets. Absolument. Et donc, je vais expliquer un petit peu en quoi il consiste, parce que c'est un dispositif technologique sophistiqué qui a pour objectif, en fait, de reproduire un phénomène qui se produit naturellement en forêt de pins des Landes, sauf que ce phénomène se produit de manière ponctuelle. En fait, comme tu le disais, le bol d'air va transformer les molécules aromatiques en transporteurs d'oxygène. Il faut savoir que ça se fait dans la forêt. Sauf que pour que cela arrive dans la forêt, il faut une conjonction de plusieurs facteurs physiques, chimiques, électrostatiques. Ça veut dire que ça va arriver de temps en temps. Avec le bol d'air, on va appuyer sur le bouton et on va avoir ce résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le bol d'air ? Donc, pour obtenir un nébulisat qui soit justement qui diffuse un transporteur d'oxygène, on va utiliser l'huile essentielle de pin maritime. Donc, c'est une huile qui est chémotypée, elle s'appelle orésine, c'est celle qu'il faut utiliser pour le bol d'air et surtout pas autre chose. Donc, dans cette huile essentielle de pin maritime chémotypée, nous allons avoir des pinènes, des alpha et des bêta-pinènes. Il faut savoir que ce sont surtout les alpha-pinènes qui ont la propriété de pouvoir se transformer en porteurs d'oxygène sous certaines conditions. Alors, je vais vous montrer avec des petites balles qui vont symboliser un petit peu ce qui se passe. Alors, on imagine, ça c'est mon oxygène en bleu. Ça c'est ma molécule aromatique, mon alpha-pinène. Donc, si vous vous baladez dans la forêt, ce que vous allez respirer, de toute façon, quand ça sent bon, c'est l'oxygène de l'air et les molécules aromatiques. Mais le but du bol d'air, c'est pas un diffuseur. On ne va pas diffuser des molécules aromatiques. La molécule aromatique, accompagnée donc de l'oxygène, c'est ce qui va se passer quand on met le bol d'air jacquier en marche. En fait, il y a un barbotage qui se fait. En même temps, on a l'air ambiant qui entre, il est canalisé. Il est dépollué grâce à un filtre. Et donc, dans le bol d'air, on a les molécules aromatiques qui se baladent avec l'oxygène de l'air. Ça va passer dans le dispositif sophistiqué qui s'appelle le module de peroxydation pour le modèle Aéro 2, le système de peroxydation pour le modèle bol d'air tonique. Je vous en parlerai après de ces deux modèles. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va reproduire la conjonction donc des facteurs chimiques, électrostatiques, physiques qu'on va trouver de temps en temps dans la forêt. Donc, ma molécule aromatique et l'oxygène vont entrer dans le module de peroxydation. Et c'est à ce niveau-là que la transformation va se faire, c'est-à-dire que ma molécule aromatique va pouvoir s'ouvrir et capter l'oxygène de l'air. En fait, on va obtenir schématiquement ça. Et ce qu'on va respirer, c'est ça. Et comme tu le disais, Dominique, ça c'est vraiment le transporteur d'oxygène. Avantage, il est immédiatement capté par les hémoglobines. Il y a une super affinité, la nature est bien faite, entre notre hémoglobine et ce transporteur d'oxygène. Alors, avantage aussi, c'est que, alors je vais vous montrer, j'ai pris ce qui pouvait symboliser l'hémoglobine avec les 4 M. Dans une vie idéale, vous allez vous promener dans la nature, vous respirez, hop, vous captez l'oxygène, et l'oxygène va venir saturer l'hémoglobine au niveau des 4 M. C'est les M d'hémoglobine. S'il y a de la pollution, c'est plus embêtant. Monoxyde de carbone, il a plus d'affinité que l'oxygène, il va venir prendre la place de l'oxygène. C'est comme ça qu'on va se retrouver fatigué, avec un teint gris,
parce que les mitochondries, un lieu de la respiration cellulaire, ne reçoivent pas l'oxygène dont elles ont besoin. La nature est bien faite. Ce petit transporteur d'oxygène a plus d'affinité que l'oxygène simple et que la pollution pour venir saturer les hémoglobines. Et il y a encore une chose qui est très importante, c'est que, on imagine, voilà, vous êtes dans la forêt, vous respirez votre air sain, vous avez de l'oxygène qui va arriver au niveau de l'hémoglobine, mais vous n'êtes pas en bonne santé. Vous avez de l'inflammation, vous avez un pH qui est trop acide, vous avez de la température. Eh bien, en fait, l'oxygène ne se détache pas facilement de l'hémoglobine. Elle est difficilement transportable par le sang si l'on n'est pas en bonne santé. Il y a des explications à ça, justement, en biologie des comportements. Ça ferait partie, justement, du fait de pouvoir finalement, quand un animal est malade, il va mourir plus rapidement. Il y a tout un processus qui se fait avec des infections, des germes anaérobies, etc., qui vont proliférer. En revanche, si on respire le Nebuliza du bol d'air Jacquier, il faut savoir que la liaison entre ce supertransporteur et l'oxygène transporté est quelque chose de très labile. Et quelles que soient nos conditions de santé, quelles que soient les conditions de santé du sang, l'oxygène, de toute façon, se détache facilement pour aller vers les cellules et vers les tissus. Ce qui explique que quand on n'est pas très bien, quand on fait 1 minute de bol d'air Jacquier version aéro 2, le cerveau étant déjà le premier consommateur d'oxygène, on ressent tout de suite un bien-être. Et souvent, on a les joues qui deviennent roses. Et ça, c'est vraiment l'expression d'une bonne diffusion tissulaire. C'est en ce sens que le bol d'air contribue vraiment, c'est la base, c'est le catalyseur de la réussite de ce qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que la première chose, comme disait Dominique, dont notre organisme a besoin, dont les mitochondries ont besoin, c'est l'oxygène. Avec l'oxygène, elles vont pouvoir justement transformer correctement les nutriments et les micronutriments. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Dominique ? Absolument. Absolument. Moi, le message que je voudrais donner, qui recoupe largement celui que tu viens de donner, c'est que la santé est un tout et que l'on en est responsable. On est responsable de sa santé par son alimentation, par sa respiration, que la pratique du bol d'air et le fait de se déstresser, de pouvoir vivre une vie calme. Vous savez, Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé ». Ça, c'est capital. La pratique de bilan nutritionnel régulier, la pratique de la gratitude, la pratique de la respiration régulière, c'est ça ce que le thérapeute devrait pouvoir donner à son patient, non pas une feuille de maladie, mais une feuille de santé. Il faut prévenir en amont les maladies. Ces maladies de dégénérescence surviennent de plus en plus tôt. On voit maintenant des diabètes justement à cause de la pollution. Et on a parlé de la pollution, mais il n'y a pas que la pollution industrielle, il y a beaucoup d'autres pollutions, surviennent de plus en plus tôt. Et il faut prendre conscience de ceci, pouvoir lutter activement contre tous ces phénomènes d'agression du corps. Et là, c'est là que je me rends compte, je vois des patients qui ont été suivis pendant des années avec ce schéma de médecine totale. Et ça, c'est le message que je veux donner dans ce livre, hein. C'est-à-dire, effectivement, prenez votre santé en main, personne d'autre que vous n'est en mesure de le faire aussi bien. Et ne lésinez pas sur le coup de votre santé. Faites ce qu'il faut, sans excès, avec raison, et vous verrez que les bien-être sont infinis. Les bien-être sont immédiats, parce que quand on fait effectivement une séance de bol d'air, on se sent bien tout de suite, on dort mieux, on dit aussi qu'il y a une régulation au niveau des apnées du sommeil,
Oui. On est plus en forme, on est de meilleure humeur. Et si on adjoint à tout ça une alimentation de qualité, avec des produits de qualité, et ça c'est tout à fait à l'ordre du jour, et avec des compléments alimentaires comme le resveratrol, le biquinol, la phycocyanine, de bonne qualité, eh bien on oxygène tellement bien son organisme, on coucoune tellement bien son organisme qu'on ne tombe pas malade. Et ça c'est important. Et on n'a Oui. pas besoin de médicaments pour se soigner puisqu'on ne tombe pas malade. Absolument. J'ai quelques questions, Dominique. Il y en a une justement aussi sur les qualités des différents resveratrol. Alors, je parlais tout à l'heure d'Éric Serré, donc, qui dirige le laboratoire Ivry et qui a fait cette étude qui compare le Bolder et le resveratrol, dont les conclusions sont que le Bolder augmente le nombre de sirtuines et le resveratrol les active. Il faut savoir que le laboratoire Ivry fabrique un resveratrol d'excellente qualité, c'est-à-dire qu'il est titré à 98%. Vous pouvez également le trouver sur le site Holist, sur l'onglet Nature, Holist Nature. Donc c'est un resveratrol qui est d'excellente qualité. J'ai aussi une autre question de nouveau sur la phycocyanine de Livescode. Donc la phycocyanine de Livescode est lyophilisée, elle est pure et elle ne contient pas de glycérol, ce qui est très important. J'ai aussi une autre question, Dominique. La spiruline est-elle recommandée en cas de maladie auto-immune ? De toute façon, la spiruline est recommandée dès qu'on est recommandée dans l'alimentation par cure, dès que l'on est fatigué. La maladie auto-immune se traduit souvent par une fatigue chronique. La fatigue chronique, c'est une maladie auto-immune, mais les douleurs chroniques sont des maladies auto-immunes. Et la spiruline est une substance que l'on trouve dans le commerce, qui n'est pas très onéreuse et dont on peut faire des cures et qui est parfaitement recommandée et recommandable. Moi, je conseille d'alterner des cures de spiruline et de phycocyanine tout en continuant à prendre du resveratrol, tout en faisant doser sa coenzyme Q10. Si vous ne demandez pas au laboratoire par vous-même, et ça, il faut savoir qu'en France, n'importe qui peut aller dans n'importe quel laboratoire, demander n'importe quelle analyse, on ne peut pas vous le refuser. Vous n'êtes pas obligé de passer par un thérapeute. Vous pouvez très bien décider vous-même de votre bilan de santé et de ce que vous devez doser. Il y a évidemment ce resveratrol, il y a la vitamine D, la vitamine K. Tout ça est important et plus on vieillit, plus on a besoin d'être attentif à ce type de dosage. Est-ce que tu peux nous parler de la chlorella ? On a une question justement. Quel est ton avis sur la chlorella ? La chlorella, c'est une algue d'eau douce. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la chlorella. Elle a été très en vogue à un moment donné pour la détoxification des métaux lourds. Mais en fait, elle agit très peu. Elle chélate, c'est-à-dire qu'elle emprisonne les métaux lourds, qu'elle met dans l'intestin et qu'on élimine. Mais son action est relativement faible sur la détoxification des métaux lourds. Et pour ce faire, il y a une substance dont on parle beaucoup en ce moment, qui est le glutathion. Il faut pouvoir prendre aussi du glutathion de bonne qualité qui permet à la cellule de se détoxiquer et notamment de se détoxiquer des métaux lourds, du mercure, du plomb, du cadmium, etc. Ça, on trouve beaucoup de glutathion dans le commerce de différentes qualités et ça, ce sont des protocoles à faire en même temps que le bol d'air, bien entendu. Il faut tout faire en même temps. Il faut tout. La santé, c'est un tout. On ne fait pas un jour la cuisine et un autre jour, on ne mange pas des choses préparées. On doit être attentif en permanence à à la façon dont on respire, à la façon dont on mange et surtout à ce dont on peut manquer comme nutriments. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, c'est de le rechercher par soi-même. Et c'est ce que je propose de faire dans le livre, c'est que chaque personne devienne
l'acteur de sa santé, le responsable de sa santé, et puisse même parfois proposer à son médecin de faire un bilan, parce que vous avez des médecins qui sont très compréhensifs et qui acceptent que on puisse leur demander de faire telle ou telle analyse. Il n'y a aucun problème et c'est capital. Oui, absolument. Un petit mot aussi sur le glutathion, pour en revenir aussi au bol d'air. Il faut savoir que la pratique régulière du bol d'air, je vais parler tout à l'heure de ce que c'est la régularité, la pratique régulière du bol d'air va permettre d'augmenter la synthèse endogène de glutathion et aussi de SOD. Et ça, c'est super important parce que beaucoup d'études quand même montrent que parmi tous les glutations qui sont proposés dans le commerce, certains sont mal utilisés par l'organisme, ils sont détruits par le système digestif. Et il n'y a pas meilleure glutation que notre glutation personnelle. Et donc, si on fait par exemple 3 minutes, 3 fois par jour de bol d'air sur minimum 1 mois, plutôt 2 ou 3 mois, on va pouvoir avoir une augmentation de la synthèse endogène de glutathion. À ce titre, nous avons une étude scientifique qui est disponible aussi sur le site Holist. Alors, j'ai des questions justement dans le chat sur comment on fait pour faire correctement du bol d'air. Alors, partons du principe que le bol d'air va restituer un phénomène naturel bénéfique. L'idée est d'en faire tous les jours. Donc, on peut faire des cures. D'ailleurs, vous pouvez vous rapprocher d'Holist. Vous avez une équipe commerciale qui est super, qui va vous proposer des locations sur 1 mois, sur plusieurs mois, ou l'achat. La location, c'est bien, ça permet déjà de tester si on ne connaît pas bien l'appareil. Et quand on l'a chez soi, l'idée est justement de faire par exemple une séance le matin, une séance à midi, une séance en fin d'après-midi. Il faut être un petit peu vigilant pour le soir. Dans un premier temps, le bol d'air stimule quand on est fatigué. Donc il arrive que si l'on pratique le soir, on n'arrive plus très bien à dormir. Je l'ai observé sur moi, et maintenant que l'équilibre est revenu, je peux faire du bol d'air avant de m'endormir et je dormirai encore mieux. Parce que justement, avec le temps, avec la pratique, tout s'est remis un petit peu en ordre dans mon organisme, à commencer par la sécrétion de cortisol, qui est beaucoup plus régulière. Donc, je fais du cortisol le matin et puis tout doucement, ça va s'arrêter. Beaucoup de gens sont en situation de stress chronique à cause d'un travail désagréable parce qu'il faut tout le temps être sur le qui-vive. Donc, on sait que beaucoup de personnes sont en stress chronique et font du cortisol toute la journée. Donc, il faut quand même du temps pour que la pratique du bol d'air permette de restaurer l'équilibre, on peut dire l'équilibre idéal d'un être humain qui a une vie cohérente. Comme quand on est proche de la nature. Alors, c'est très important de faire le bol d'air, une séance de bol d'air de 1 à 3 minutes. Au réveil, après le petit déjeuner. Oui. Moi, j'ai mes petites habitudes. Je prends mon petit déjeuner. Je m'hydrate d'abord beaucoup parce qu'il faut comprendre que la nuit, on est sous-oxygéné. On est dans des milieux qui ne sont pas toujours bien aérés. On ne respire pas toujours très bien. Donc, de toute façon, on arrive le matin en dette d'oxygène. Donc, le matin, c'est important de prendre ses compléments alimentaires, de prendre son petit déjeuner. Moi, je conseille, justement, on en a parlé tout à l'heure, les œufs parce que ça apporte des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs et les fruits rouges pour le resveratrol et les substances antioxydantes et de faire une séance de bol d'air. Et de faire une substance de bol d'air au réveil ou après le petit déjeuner, après une bonne hydratation, une bonne tisane, même simplement de l'eau tiède à prendre le matin. On arrive le matin, on est déshydraté, on est désoxygéné, et si on veut soulager ses reins, si on veut trouver très rapidement l'énergie dont on a besoin dans la santé, il faut absolument faire la séance le matin. Oui, et si l'on prend justement de la phycocyanine, c'est important aussi justement d'en faire peut-être sa première boisson du matin. C'est mon cas justement. Je fais comme tu dis, un verre d'eau tiède et ensuite un verre de phycocyanine, parce que je prends ma petite gélule de phycocyanine, je l'ouvre, je
prends de la 500 mg, je la laisse se dissoudre dans l'eau. Et pendant qu'elle dissout, je fais mes 3 minutes d'aéro 2. Et c'est vrai qu'on se sent mieux, on a une plus grande lucidité aussi. On met moins de temps à immerger. Et on observe aussi beaucoup de bénéfices physiquement. On est moins fatigué. On prend moins de poids aussi. Ça, c'est un autre sujet. On entretient ses cellules, tout simplement, comme tu disais. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vais regarder. Voilà, oui. Est-ce que le bol d'air peut entraîner une hypertension? Moi, je sais déjà que non, mais je te laisse répondre. Non, j'ai absolument pas constaté ça. Bien au contraire, Ouais. la régulation de l'oxygénation est toujours, débouche toujours sur une régulation de la tension. Et ça fait partie d'ailleurs des choses dont il faut prévenir les personnes, les patients, parce que ça c'est un problème que je vois quotidiennement autour de moi, les personnes d'un certain âge prennent tous pratiquement des antihypertenseurs. Et souvent, les doses sont excessives, et souvent, ces doses excessives débouchent sur de la fatigue, de la difficulté à se mouvoir, etc. Et lorsqu'on pratique régulièrement le bol d'air, on régule sa tension, on diminue la tension et on peut être conduit donc à diminuer les doses de médicaments. Donc ça, c'est important. Comme je dis qu'il est important, c'est capital de prendre sa tension, il ne faut pas être obsédé, mais il faut pouvoir prendre sa tension après un repos de 10 minutes, de temps en temps, le matin et le soir, parce qu'on sait que l'hypertension, c'est le facteur majeur des maladies chroniques, des maladies cardiovasculaires, des AVC, et que réguler sa tension, c'est capital pour prévenir. Oui. Et je suis en contact avec quelques médecins justement qui utilisent le bol d'air Jacquier dans leur pratique. C'est vrai qu'ils m'ont dit qu'ils avaient observé de bons résultats en termes de régulation de la tension avec la pratique régulière du bol d'air Jacquier. Alors, on est toujours dans cette notion d'importance de la régularité. Une autre question, Dominique. Bol d'air et anticoagulant, est-ce compatible? Bol d'air et anticoagulant, il n'y a absolument aucune contre-indication. La pratique du bol d'air n'a aucune action sur la coagulation sanguine. Elle a une action simplement sur l'oxygénation sanguine. La seule chose que je voudrais dire à ce propos-là, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui prennent des anticoagulants. Moi, je me suis souvent élevé contre des médecins cardiologues qui voulaient prescrire très largement des anticoagulants dès qu'il y avait le moindre risque cardiovasculaire, avec tous les inconvénients que ça peut comporter. On sait que les anticoagulants modernes sont difficiles à manipuler en cas d'accident, en cas d'hémorragie. Et je pense qu'il faut être très circonspect par rapport à la prise d'anticoagulants et en parler à son médecin. Et surtout, si on fait du bol d'air, il n'y a pas d'action ni en positif ni en négatif sur la coagulation sanguine. Par contre, c'est important de prendre de la vitamine D, c'est important de prendre de la vitamine K, c'est important de prendre tous les nutriments dont on a parlé tout à l'heure, parce que ça agit sur la fibrose. La vitamine C dont on parle souvent, ce n'est pas une vitamine anti-infection, anti-rhume. La vitamine C, c'est la base du collagène. Le collagène, c'est la substance dont on a besoin, qui est entre nos cellules, dont on a besoin pour faire que nos artères, nos capillaires soient normaux. Et c'est capital d'avoir un apport aussi, non seulement en oxygénation, mais en vitamine C. Merci. J'ai encore une autre question. Y a-t-il des allergies possibles avec le bol d'air? Alors là, je vais peut-être répondre. Il y a des allergies possibles uniquement pour les personnes qui sont allergiques à l'huile essentielle de pin maritime. Donc, elles le savent, si elles vont se promener en forêt de pin maritime, on peut malgré tout faire un petit test. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dominique, si on a peur. On met une petite Moi, goutte d'eau. je ne fais pas de test. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il pouvait y avoir
Si les gens sont dans une phase aiguë, mais c'est pas le but du bol d'air, hein, le but n'est pas de soigner une phase aiguë. Si les gens sont en phase aiguë de bronchite chronique, ils peuvent être irritables après une séance de bol d'air. Ça peut les Oui. irriter. Donc, il faut diminuer la durée de la séance, il faut diminuer la quantité de résine absorbée et il faut attendre que les choses aillent mieux. Mais en dehors de cet effet parfois d'irritation en cas de bronchite chronique, je n'ai absolument pas remarqué de la tolérance ni d'allergie. Merci beaucoup. Ça rejoint un petit peu une autre question. Le bol d'air est-il bon pour l'asthme? Oui. Certainement. Ouais. Certainement. Alors, comme tu disais, on peut simplement avoir une petite hyperréactivité bronchique. Et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention. Alors, avec l'aéro 2, on a l'avantage de pouvoir justement jouer sur l'intensité du Nebuliza. Donc, le mettre un petit peu moins fort ou tout simplement se tenir un petit peu plus loin. Et si on tousse, c'est un petit peu normal, mais le bol d'air est très bénéfique. C'est un petit peu le principe du sanatorium d'ailleurs. Mais là aussi, l'asthme, j'ai écrit il y a longtemps dans un livre sur la vitamine C qui a été publié aux éditions Jouvence. On trouve encore sur Amazon. Hein. J'ai écrit que la vitamine C était un préventif de l'asthme, que beaucoup de gens qui avaient de l'asthme étaient déficitaires en vitamine C, qu'il fallait essayer des doses. Bon, elle est compliquée à doser, cette vitamine C, c'est pas la peine de la doser. C'est complexe, c'est coûteux, mais on mesure par soi-même le besoin et on se rend compte qu'en prenant les nutriments dont j'ai parlé, notamment la vitamine C, la vitamine D, eh bien, on améliore, on diminue la fréquence, on diminue de façon très significative la fréquence de l'asthme. Merci. On me demande quelle est la différence entre le bol d'air tonique et l'autre. L'autre, c'est donc l'aéro 2. Donc, le bol d'air tonique, c'est le modèle, on va dire, plus familial. Il va transformer la molécule aromatique avec un système de peroxydation qui est plus en fait un arc électrique. Le Nebuliza est de très bonne qualité. Les deux modèles sont bien. Disons qu'avec l'aéro 2, avec ce module de peroxydation, la transformation se fait par un plasma et le Nebuliza est beaucoup plus frais. On peut également doser l'intensité, la concentration du Nebuliza et on peut faire des séances plus courtes. C'est-à-dire qu'avec le bol d'air Jacquier, on peut, en se levant le matin, si on est un petit peu pressé, on le met sur intensité 4, on fait 1 minute et déjà là, voilà. Et avec le tonique, la durée minimale est de 3 minutes. Mais les deux sont bien. Disons qu'ils vont s'adapter au budget de chacun. Pour ma part, et je pense que toi aussi, j'ai une préférence pour l'aéro 2 parce qu'il est vraiment plus pratique et il y a cette fraîcheur. On a vraiment l'impression d'être dehors quand on pratique. Et c'est important de s'hydrater quand on fait le bol d'air. Hein. Il faut absolument s'hydrater. Oui. J'ai une question aussi, j'ai un Swinger. Les nouveaux appareils sont-ils beaucoup plus performants? Mais comme je le disais, en fait, l'aéro 2, il est plus pratique aussi pour l'entretien. Et au risque de me répéter, on peut doser l'intensité. Enfin, il a vraiment tout, justement, d'un dispositif technologique sophistiqué. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de modèles, mais enfin, le Swinger, la personne qui me pose la question, s'il est bien entretenu, il fonctionne bien, mais elle peut tout à fait louer un aéro 2 et comparer et voir ce qu'elle préfère. Mais c'est vrai que René Jacquier a longtemps travaillé justement pour trouver une technologie qui soit vraiment aboutie pour recréer le plus parfaitement possible ce phénomène naturel. Voilà, je crois que nous avons répondu aux questions principales. En tout cas, merci beaucoup, Dominique. Donc, je vous rappelle. En tout cas, donner l'envie à chacun d'intervenir en amont et de prendre sa santé en main par tous les moyens que l'on peut utiliser, dont le bol d'air. Et ça, c'est capital parce que, et en dehors même du bol d'air, de simplement prendre le temps de vivre
le temps de respirer, le temps de se détendre, le temps de manger lentement, de mâcher, de profiter des nutriments que l'on mange et pas simplement de se goinfrer, de faire attention à ce que l'on mange. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand je fais mes courses, je me dis, tiens, là, je vais prendre, par exemple, un peu de poisson des mers froides, parce que ce sont des oméga 3. Je vais prendre un peu d'avocat, je vais prendre un peu d'agrumes, je vais prendre un peu de noix, parce que tout ça est important pour la santé. On n'est pas obligé de dépenser beaucoup pour mieux manger et pour être en bonne santé. Oui. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à ce que l'on dépense. Et ça, c'est capital. On Oui. dépense beaucoup pour acheter des objets qui sont souvent des objets pas très utiles ou des voitures qui coûtent extrêmement cher, mais on lésine à faire une fois par an un bilan qui coûte une centaine d'euros ou un peu plus pour prévenir sa santé, pour soigner sa santé. Or, sa santé, c'est important. C'est vraiment la façon dont on va pouvoir vivre, continuer à vivre d'une façon tout à fait positive. Oui, oui, tu as raison. Et pour moi, qui ai beaucoup travaillé dans le monde de la micronutrition en laboratoire et j'ai toujours fait attention à mon alimentation. J'ai toujours veillé à prendre ce que j'estimais être les meilleurs compléments alimentaires. À partir du moment où j'ai utilisé le bol d'air, j'ai vraiment remarqué que le bien-être et mon énergie étaient augmentés. Et ce qu'il y a Et dessus. c'est pour ça aussi que l'exercice physique est important. Hein. Oui. Aujourd'hui, il y a des études qui démontrent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un exercice physique important et violent pour bien se porter, pour prévenir le vieillissement. On considère au contraire qu'un exercice régulier, un exercice physique régulier, doux, permet justement aux muscles de maintenir son autonomie, sa tonicité, et puis surtout permet justement de maintenir son oxygénation. Et donc ça, c'est capital de pouvoir, on ne l'a pas dit, mais je pensais, ce qui était important de le dire avant de terminer, oui, très. Que c'est capital d'essayer de marcher au moins 30 minutes par jour. Il ne faut pas se fixer à savoir si on va faire 5000 pas, 6000 pas, 10 000 pas, mais oui, marcher régulièrement, quel que soit son âge, pour pouvoir profiter justement aussi, non seulement de l'exercice musculaire, mais de l'oxygénation. Oui, et à ce titre, quand même, se poser la question, quand on sort, quelle est la qualité de l'air que je respire? Et à partir du moment où on se dit, l'endroit dans lequel je vis, l'endroit dans lequel je pratique le sport, je ne bénéficie pas d'un air idéal, sain, d'où l'intérêt de faire du bol d'air, même avant de faire du sport, pour se protéger justement de la pollution et optimiser justement la pratique sportive et cette respiration en forêt. Pour ma part, c'est ce que je fais maintenant. Avant d'aller faire du sport en forêt, je fais 3 minutes de bol d'air. Comme ça, si je croise des camions ou si l'air n'est pas tout à fait sain parce qu'il y a du brouillard, parce qu'on a quand même des usines pas très très loin, je suis protégée. Et bien pour ça, il faut avoir la chance d'habiter près d'une forêt. Oui, aussi. Alors, on peut aussi ramener la forêt à la maison avec le bol d'air. C'est ce que fait un peu le bol d'air. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça aussi qu'il est présent dans certaines entreprises, des entreprises qui se sont dit, tiens, on a quand même pas mal d'accidents de travail, on a quand même pas mal de gens qui s'arrêtent, des gens qui sont fatigués. Il y a quand même maintenant une prise de conscience. Donc, ils ont un petit endroit dédié au bien-être et ils ont des bols d'air. Et comme tout à l'heure, c'était hier, je parlais avec un avocat qui disait, oui, finalement, c'est presque malheureux, mais il faut qu'on ait un dispositif qui nous permette d'avoir quelques arbres dans l'entreprise. C'est exactement ça. Très bien. C'est une reconnexion au vivant. Mais c'est tout à fait une bonne image. Voilà. Ouais. Eh bien, merci Dominique. Merci Virginie. Et puis, donc, ce webinaire est disponible en replay. Et sur le replay, vous aurez toutes les vignettes avec les liens de la chaîne YouTube de Dominique, la nôtre aussi, les livres de Dominique que vous pouvez commander, que je vous recommande pour les avoir lus. C'est vraiment qu'on trouve sur Amazon. Et qu'on trouve aussi sur Amazon. Et qu'on trouve en commandant par Internet mon dernier livre, dont je crois que tu as fait paraître le lien, puisque pour l'instant, il n'est pas distribué en librairie, il est distribué que par Internet.
mais on le commande par Internet et on le reçoit dans les 2-3 semaines sans problème. Et je pense que ça peut être pour beaucoup un livre de chevet. C'est pas un dictionnaire, c'est pas une Bible, c'est pas une autobiographie, contrairement à ce que pourrait faire croire le titre. C'est un ensemble de conseils de santé pour se prendre en charge. Oui, voilà, retrouver son autonomie, sa souveraineté en matière de santé, devenir conscient. Voilà, merci beaucoup Dominique, merci à toutes et tous aussi pour votre attention et au plaisir de vous retrouver. Et au plaisir de vous retrouver aussi. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.